On plonge au cœur d'un univers médical à la fois incroyablement complexe et absolument captivant. Absolument. C'est un sujet très dense. L'objectif de cette analyse, c'est vraiment de prendre une pile de notes cliniques, de recherche, d'un atlas médical extrêmement fourni, et d'en extraire, disons, la substantifique moelle. Le sujet du jour, les MICI. Les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. C'est ça. On entend parfois cet acronyme au détour d'une conversation sans vraiment en saisir la portée. Et il faut savoir que ce sont des maladies souvent invisibles de l'extérieur. Des batailles silencieuses qui se livrent à l'intérieur du corps, mais qui touchent environ une personne sur 1000 en France. Un chiffre colossal quand on y pense. Bah oui, c'est énorme. Pour mener à bien cette mission, le matériel clinique qu'on passe au crible aujourd'hui est exceptionnel. On a un véritable atlas médical qui couvre la pure théorie, les méthodes de diagnostic, les stratégies thérapeutiques les plus modernes, et ce qui est génial, des cas cliniques concrets. Bon, décortiquons tout ça, l'idée est vraiment de transformer ce vocabulaire lourd en connaissances limpides pour quiconque s'intéresse à la machinerie humaine. C'est exactement le but de notre démarche d'aujourd'hui. Le ton de ces documents est d'une précision redoutable. Et ce qui rend ces données si passionnantes à analyser, c'est la façon dont elles cartographient des maladies qui appartiennent techniquement à la même famille, mais qui adoptent des comportements radicalement opposés. C'est pas juste une seule maladie avec quelques variations. Pas du tout. On parle de profils cliniques si distincts qu'ils exigent des réponses thérapeutiques sur mesure. L'enjeu est monumental pour les professionnels de santé. Comprendre ces nuances subtiles, c'est ce qui permet de passer d'une médecine aveugle à une médecine de très haute précision. Alors, pour bien commencer, posons le décor avec la vue d'ensemble. Cet atlas sépare le monde des MICI en 3 grandes catégories bien distinctes. Il y a d'abord la maladie de Crohn, souvent abrégée MC. Tout à fait. Ensuite, il y a la rectocolite hémorragique, ou RCH. Et enfin, les données isolent un troisième groupe, un peu à part, qu'on appelle les colites inclassées. Jusque-là, la classification semble parfaitement logique. Elle l'est, mais l'épidémiologie cache parfois des surprises. Et quelle surprise, en épluchant les statistiques et les facteurs de risque liés au mode de vie, il y a une information totalement contre-intuitive qui saute aux yeux. C'est même assez absurde quand on y réfléchit 2 secondes. Ce qui est fascinant ici, c'est l'impact du tabac sur ces pathologies. En toute logique, on pourrait supposer que la fumée de cigarette est universellement nocive pour toutes les inflammations du corps humain. Ça paraît très évident, oui. Et pourtant, les données cliniques montrent un comportement purement dichotomique. C'est le jour et la nuit. Pour la maladie de Crohn, le tabac agit comme un facteur de risque majeur. Il aggrave directement la maladie, augmente les risques de complications et précipite les interventions chirurgicales. Un vrai accélérateur, quoi. Exactement. Mais en revanche, pour la rectocolite hémorragique, le tabac a un effet protecteur. Protecteur, c'est dingue ça. C'est un paradoxe médical saisissant. Les données l'indiquent noir sur blanc. L'arrêt soudain du tabac peut parfois déclencher la première vraie crise de RCH chez un ancien fumeur. Et c'est une excellente leçon à tirer de ces notes pour ceux qui nous écoutent. Ça montre à quel point la biologie humaine refuse parfois de se plier à notre logique basique. Ce simple fait sur le tabac souligne pourquoi il est absolument crucial de poser un diagnostic d'une précision chirurgicale dès le départ. Tout à fait. Il faut s'imaginer la scène. Si un patient fumeur se présente avec des douleurs intestinales et qu'il y a une erreur de diagnostic entre Crohn et RCH, le simple fait de lui conseiller d'arrêter de fumer immédiatement pourrait avoir des conséquences à court terme diamétralement opposées sur ses intestins. L'approche médicale ne peut laisser aucune place à l'à peu près. Et c'est ce qui nous amène à analyser la première grande entité décrite dans ces sources, la maladie de Crohn. Parlons-en de Crohn. Si on devait lui donner un surnom pour bien visualiser les données, ce serait le profil tout-terrain. C'est un peu le chaos organisé. La cartographie est vaste. Ah oui, ahurissante même. Contrairement à une inflammation classique, qui resterait sagement localisée, le document décrit une atteinte discontinue. Concrètement, ça saute d'une zone à l'autre sur tout le long du tractus gastro-intestinal. De la bouche jusqu'à l'anus. Rien n'est épargné. L'atlas divise ces localisations en 3 tiers statistiques. Un tiers des cas présentent une atteinte iléale, isolée, donc le feu prend uniquement à la fin de l'intestin grêle. L'éléon terminal. Voilà. Un autre tiers, c'est une atteinte colique isolée, uniquement sur le côlon. Et le dernier tiers combine allègrement les deux, c'est l'atteinte iléocolique. Et pour vraiment saisir la nature destructrice de Crohn, il faut ajouter à cette géographie étendue la notion de profondeur. La maladie de Crohn ne se contente pas d'irriter la surface. Ça va plus loin. Beaucoup plus loin. L'inflammation est qualifiée de transmurale. Pour utiliser une analogie visuelle, imaginons un incendie dans une maison. Une inflammation de surface, ce ferait le papier peint qui brûle. L'inflammation transmurale de Crohn, c'est le feu qui traverse le papier peint, l'isolant, les briques et qui attaque les poutres porteuses. Donc ça traverse toute l'épaisseur de la paroi. Intestinale. Ce n'est pas seulement un problème de revêtement interne, c'est structurel. Et c'est cette caractéristique transmurale qui explique la gravité des complications sur le long terme. Et pour identifier ce profil tout-terrain et ses lésions profondes, l'atlas désigne un examen comme étant le gold standard, la référence absolue. L'iléocoloscopie avec biopsie. L'examen clé, en effet. On va chercher des petits morceaux de tissu. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Quand les pathologistes regardent ces biopsies au microscope, ils cherchent une signature très spécifique, une sorte d'empreinte digitale du système immunitaire. Le terme technique exact, accrochez-vous, c'est la présence de granulomes épithélioïdes et gigantocellulaires sans nécrose caséeuse. Un terme très précis en histologie. Mais le plus fou dans tout ça, c'est que cette signature parfaite, ce saint graal du diagnostic, n'est en réalité présente que dans 30% des cas. 30%, oui, c'est tout le défi. Quand ce fameux granulome est détecté, c'est une victoire diagnostique, la maladie de Crohn est confirmée de façon irréfutable. Mais son absence ne permet absolument pas de l'exclure. Le clinicien doit assembler d'autres indices. Comme un détective. Exactement. Et il faut garder un œil extrêmement attentif sur l'évolution clinique globale. La maladie de Crohn ne reste jamais figée. Les sources détaillent une progression classique en 3 phases distinctes. Elle commence de manière purement inflammatoire. La première étape. Ensuite, à force de cycles de destruction et de cicatrisation anarchique, la paroi s'épaissit, elle se rigidifie, et la maladie devient sténosante, créant des rétréchissements dangereux dans le tuyau intestinal. Ça bloque le passage du coup. C'est ça. Enfin, l'étape la plus sévère est la phase pénétrante. Là, l'inflammation est si agressive qu'elle transperce littéralement les organes voisins pour former des tunnels anormaux, ce qu'on appelle des fistules. C'est effrayant quand on visualise le processus. D'ailleurs, les notes soulignent un point bouleversant concernant la pédiatrie. Chez l'enfant, le signal d'alarme n'est pas forcément un mal de ventre spectaculaire. C'est la cassure brutale de la courbe staturo-pondérale. L'enfant s'arrête net de grandir. Le corps redirige toute son énergie vers l'inflammation.
Il n'a tout simplement plus assez de nutriments absorbés pour fabriquer de l'os ou du muscle. La riposte médicale mentionnée dans l'Atlas est fascinante. La mise en place d'une alimentation entérale nocturne, on les nourrit par une sonde pendant leur sommeil pour forcer la machine à relancer la croissance. Pour ancrer toute cette théorie dans la réalité, l'Atlas fournit le profil clinique typique d'un patient atteint de Crohn. Il faut visualiser la scène. Un jeune homme, fumeur. Il consulte parce qu'il a des aphtes à répétition dans la bouche. Ce qui rappelle que tout le tube digestif peut être frappé. Parfaitement. Il décrit une douleur très localisée dans la fosse iliaque droite, exactement là où se trouve l'atteinte iléocolique la plus fréquente. Et il a perdu plusieurs kilos. Face à ce tableau clair, le plan d'action dicté par les sources est sans appel. La toute première étape, l'impératif absolu, c'est l'arrêt du tabac. Sans ça, donner des médicaments revient à jeter de l'eau sur un feu tout en l'alimentant avec de l'essence. Belle image. Ensuite, c'est l'induction. On éteint l'incendie d'urgence avec des corticoïdes, la prednisone. Puis le traitement d'entretien, souvent avec de l'azapioprine. Sans oublier une surveillance endoscopique régulière. Une paroi soumise à une inflammation chronique pendant des années porte un risque majeur de développer un adénocarcinome, un cancer. Le niveau de vigilance est immense. Passons maintenant à la deuxième grande catégorie analysée, la rectocolite hémorragique, la RCH. Et là, le contraste est saisissant. C'est une toute autre maladie. Si Crohn est un incendie de structure tout-terrain, la RCH est un incendie de surface extrêmement discipliné. La topographie n'a rien à voir. La RCH avance toujours de manière continue et rétrograde. Elle naît systématiquement dans le rectum et remonte lentement le long du côlon. Sans jamais laisser d'espace sain au milieu. Et surtout, c'est martelé dans l'Atlas, l'inflammation ne touche jamais l'intestin grêle. L'iléon est totalement épargné. De plus, la RCH reste confinée à la couche superficielle, la muqueuse. C'est le papier peint qui brûle, mais les murs restent intacts. Et cette localisation si particulière se traduit par des symptômes très codifiés. Les patients présentent un syndrome rectal. Cela implique l'émission de glaire et de sang pur, avec un symptôme très éprouvant, l'éténesme. L'éténesme, oui, c'est terrible ça. C'est une sensation de tension douloureuse au niveau du rectum, avec une envie constante mais souvent inefficace d'aller à la selle. Le cerveau envoie le signal d'une urgence absolue alors que le rectum est vide, simplement parce qu'il est enflammé. À cela s'ajoute souvent un syndrome dysentérique franc, avec de multiples diarrhées sanglantes. Le deuxième cas clinique des sources est très parlant. C'est le profil opposé du premier. Une jeune patiente, non fumeuse. L'effet protecteur du tabac qui fait défaut, ici. Exactement. Elle souffre de ces fameux ténesmes, avec des diarrhées glérosanglantes jusqu'à 8 fois par jour. L'impact sur la vie quotidienne est inimaginable. L'endoscopie pose le diagnostic d'une RCH gauche, et la stratégie thérapeutique est ingénieuse. On utilise une bithérapie locale à base de 5-ACS, des dérivés aminosalicylés. Mais l'attaque se fait en tenaille. On combine le traitement par voie orale avec un traitement par voie rectale. Les études prouvent que cette combinaison attaque l'inflammation par les deux bouts et se révèle bien supérieure au comprimé seul. Et si l'on relie cela à la vue d'ensemble, il est crucial de s'arrêter un instant sur une comparaison fascinante concernant la chirurgie. Ah oui, la différence est majeure. Les deux maladies partagent un risque accru de cancer colorectal. Mais sur la table d'opération, la philosophie est opposée. La chirurgie de la maladie de Crohn est strictement économe. Le chirurgien enlève le minimum d'intestin possible. Juste pour régler une complication, car la maladie peut réapparaître ailleurs. Exactement. À l'inverse total, pour la RCH, puisque la pathologie est prisonnière du côlon et du rectum, une ablation complète, une coloproctectomie totale, guérit purement et simplement la maladie. Les gars pour l'autre. Mais parfois la RCH ne laisse pas le temps de planifier. L'Atlas nous confronte à l'alerte rouge écarlate, la colite aiguë grave, ou CAG. On entre dans le territoire de l'urgence vitale. La détection de cette urgence repose sur un outil clinique d'une rigueur mathématique, les critères de True-Love-Witz. C'est le tableau de bord absolu. Et le critère majeur, le signal de détresse incontestable, c'est plus de 6 selles hémorragiques en 24 heures. Ce critère à lui seul impose le protocole de crise. S'y ajoute la fièvre, un pouls rapide à plus de 90, une anémie sévère avec une hémoglobine sous les 10,5 et une inflammation sanguine majeure. Face à cette tempête, le protocole de l'hôpital est d'une froide efficacité. C'est une course contre la montre. Hospitalisation immédiate, corticothérapie massive par voie intraveineuse pour forcer l'extinction. Et ensuite, l'évaluation stricte entre le 5e et le 7e jour. C'est le moment de vérité. Si les corticoïdes n'ont aucun effet, c'est la corticorésistance. Il faut sortir les molécules de sauvetage, comme l'infliximab ou la cyclosporine. Et en cas d'échec ultime, La colectomie en urgence. C'est la seule porte de sortie pour sauver la vie du patient. une mécanique implacable. Mais après ces scénarios catastrophes, nos sources nous entraînent vers un immense mystère médical. Qu'est-ce que ça signifie quand les symptômes ruinent la vie d'un patient, mais que les machines ne trouvent rien? Le fameux paradoxe endoscopique. C'est ça. Ça introduit le troisième type de pathologie, les colites microscopiques. C'est le piège diagnostique absolu. Le profil type, c'est souvent une femme d'environ 60 ans, épuisée par une diarrhée chronique hydrique, sans trace de sang. On fait une coloscopie et à l'œil nu, le côlon est absolument parfait. La muqueuse est rose, lisse, tout a l'air normal. Il faut imaginer la frustration de s'entendre dire que tout va bien alors que le quotidien est un enfer. Le troisième cas clinique apporte la résolution, c'est l'histologie qui révèle la vérité. Les biopsies étagées sont obligatoires. Au microscope, on découvre deux sous-types. Soit une colite collagène, avec une épaisse bande de collagène anormale de plus de 10 micromètres, soit une colite lymphocytaire, une infiltration massive de lymphocytes, plus de 20%. Une fois détecté, on cherche le déclencheur. Et c'est souvent dans l'armoire à pharmacie. L'Atlas pointe les IPP comme le lansoprazole utilisé depuis 1 an par la patiente du cas clinique. Ou encore les ANS. L'action thérapeutique est d'une simplicité désarmante par rapport à Crohn. On stoppe le médicament incriminé, on prescrit du budésonide et la situation rentre dans l'ordre. Et surtout, c'est une maladie bénigne avec un risque de cancer absolument nul. Un grand ouf de soulagement. Pour refermer la boucle, il faut aborder la dernière section de l'Atlas, l'arsenal lourd. Quand les traitements classiques de Crohn ou de la RCH échouent, on sort la pharmacologie avancée, les biothérapies, et particulièrement les anti-TNF-alpha. On n'est plus dans l'immunosuppression aveugle. On envoie un anticorps synthétique neutralisé avec une précision de tireur d'élite, le messager TNF-alpha.
L'action est plus rapide et plus puissante que l'éthiopurine. Le document met en exergue l'infliximab, par voie intraveineuse, avec une induction aux semaines 0, 2 et 6, puis un entretien toutes les 8 semaines. Et l'adalimumab, en sous-cutané, avec une induction forte à 160 puis 80 mg, et un entretien toutes les 2 semaines. Mais bloquer ce messager ne se fait pas à la légère. C'est pour ça que la checklist de sécurité pré-thérapeutique est non négociable. On vérifie rigoureusement la tuberculose avec une radio du thorax et un test IgRA, on traque les hépatites B et C, le VIH, et on vérifie les vaccins. La sécurité avant tout. L'approche philosophique décrite, c'est le treat to target, le traitement ciblé. On ajuste constamment les doses selon les taux dans le sang. La cible, c'est entre 3 et 7 mg par litre pour l'infliximab et entre 5 et 10 pour l'adalimumab. Si on perd la réponse, on optimise la dose ou on raccourcit l'intervalle. L'algorithme final est clair. Diagnostiquez vite, traitez fort, surveillez étroitement. En rassemblant toutes ces pièces, cette exploration démontre que derrière de simples maux de ventre se cachent des mécaniques immunitaires fascinantes. Des profils cliniques qui exigent du sur-mesure. Cela souligne la valeur de cette analyse pour comprendre la complexité du travail médical. Et cela soulève une question importante pour terminer. Je vous écoute. Si l'on regarde la progression physique de la maladie de Crohn, de la phase inflammatoire vers les phases sténosantes et pénétrantes, et qu'on la confronte au mantra moderne de traiter fort et vite avec des biothérapies surpuissantes, la médecine n'est-elle pas en train de modifier purement et simplement l'histoire naturelle de ces maladies fumées ? En visant ces cibles si tôt, les futures générations connaîtront-elles encore les phases destructrices, ou sommes-nous en train de figer la maladie à son stade initial de façon permanente ? C'est une réflexion fascinante à laisser mûrir pour ceux qui nous écoutent. Un immense merci d'avoir suivi avec attention cette plongée au cœur des données cliniques. C'est essentiel pour appréhender ces avancées qui redessinent la vie de milliers de personnes. À très bientôt pour une nouvelle analyse.